Bonjour, c'est Florent. On se retrouve pour un nouvel épisode sur notre balado Le Café Molière. À l'avance, je m'excuse pour ma voix qui est bien cassée auprès de nos éditrices et auditeurs. La semaine dernière, j'étais en entrevue avec Geneviève Pelletier et Karim Troussi pour parler de la pièce de théâtre Empreinte qui sera jouée du 10 mars au 25 mars au théâtre Cercle Molière. Geneviève Pelletier et Karim Troussi sont les metteurs en scène de la pièce, avec lesquels on a pu discuter sur le processus de création, comment est-ce que leur est venue cette idée de créer cette pièce, les sujets principaux. On a parlé technologie, digital, écologie, même un petit peu économie. Et aujourd'hui, je me retrouve avec les 3 comédiennes d'Empreinte, donc Daniel Péloquin-Hoffner, Aminata Touré et Henri Thomas. Bonjour à vous. Bonjour. Bien le bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ah bah ça va. Ça va. Ouais. Oh oui. Belle On a eu une bonne soirée hier soir. Ouais. Oui, Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, si c'est pas indiscret? On était ensemble à la maison et voilà, on a bien discuté, on a échangé pas mal. Ouais. Cool. Est-ce que vous pourriez, chacun d'entre vous, vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Qui commence? Bonjour, je suis Touré Aminata, comédienne de nationalité guinéenne. Je joue le rôle de Kumba Kenende dans le spectacle Empreinte. Merci. Quelques-uns des auditeurs me connaissent déjà. Mon nom, c'est Daniel Péloquin-Hoffner et je suis comédien aussi. Je joue le rôle de Scott, qui est ingénieur en informatique dans la pièce Empreinte. Ok. Henri? Donc moi c'est Henri Thomas, donc comédien dans la pièce, également co-directeur de la Compagnie du Jour. Donc la Compagnie du Jour qui est une des compagnies partenaires du projet. Et je joue le personnage d'Hervé Duval. J'aime bien poser cette question. Est-ce que vous pourriez me raconter ce que raconte Empreinte? Très bonne question. Comment bien compter ça dans 3 minutes ou moins? C'est vraiment, d'après moi, c'est l'histoire c'est une histoire très humaine et ça questionne beaucoup le rapport de l'humanité versus la technologie en mettant 3 personnages très différents qui viennent de différentes nationalités ensemble dans une salle pour ensuite découvrir quelle perspective chacun d'entre ces personnages ont et quelles valeurs ils tiennent à cœur pour ensuite essayer de découvrir c'est quoi les choses les plus importantes, les informations les plus importantes qu'on veut léguer à l'humanité. L'humanité. Ouais. Voilà. Okay. Autre chose à ajouter? Je trouve que tu as dit une grande partie. C'est 3 personnes de nationalités différentes, de cultures différentes, qui se retrouvent coincées dans un espace où il faut qu'ils se mettent d'accord pour arrêter la tempête. Mais sauf que ils n'arrivent jamais à se mettre ensemble. C'est voilà. En fait, il leur est demandé de se mettre d'accord autour de supprimer des données numériques en fait sur le cloud de manière générale, sur Internet de manière générale. Parce que le constat est fait, la situation c'est qu'il y a une tempête absolument gigantesque, mais qui est juste un symptôme de quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est le réchauffement climatique, donc avec un dérèglement total en fait du climat. Il y a une prise de conscience mondiale pour dire de la part de l'ONU dans un futur, ça se passe dans un futur proche, mais qui pourrait être maintenant, de dire il faut absolument supprimer des données numériques parce qu'en fait ça contribue très très fortement au réchauffement climatique. Et ces 3 personnages effectivement, comme l'ont dit Daniel et Aminata, se retrouvent coincés à un endroit comme ça, mais de manière. Alors le personnage de Scott, lui, c'est son travail. Par contre, le personnage de Kumba et de Hervé Duval, par contre, les deux se retrouvent là, pas par hasard, parce qu'ils sont forcés d'être là en fait, mais ils sont pas du tout volontaires pour ça en fait. Ils sont contraints de se mettre d'accord et du coup, ça devient aussi une aventure humaine
de ce fait, parce qu'il y a des confrontations de points de vue et de culture du coup aussi. Et c'est quoi justement cette tempête que vous évoquez? Est-ce que justement je me posais la question par rapport à ça. Est-ce que c'est une tempête pardon qui est globale, qui touche la planète entière? Et c'est quoi comme tempête? Est-ce que c'est précisé ou c'est juste Oui, ben plus ou moins dès le début de la pièce, c'est précisé que Scott arrive seul à son bureau, le bureau de la Société internationale du numérique, pour continuer la programmation de ce programme qui ira faire le tri dans les données. Mais il est pris là, les communications commencent à être de plus en plus faibles avec l'agent de l'ONU qui est chargé de lui donner des instructions. Et elle compte que ce qui se passe dans le vrai monde, ce qui se passe hors du multivers. Scott, lui, aime beaucoup passer du temps dans le multivers. C'est comme la réalité virtuelle, mettons. Et il ne se tient pas énormément compte de ce qui se passe autour de lui, mais l'agent, son chargé, lui dit qu'il y a des raz de marée partout dans le monde, des tempêtes de vent sans précédent. Et malgré que c'est vraiment une tragédie mondiale, c'est peut-être le bon moment d'annoncer le lancement d'un tel programme pour que le monde entier puisse se mettre d'accord dans un tel moment de crise. Donc, en fait, c'est le fait qu'on soit dans une crise écologique que ça provoque une sorte de prise de conscience et qui amène ce choix d'entre guillemets tout changer sur la manière dont on consomme et on produit de l'internet, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment le concept, c'est que ce n'est que dans une urgence que les humains sont capables de se mettre d'accord et de mettre de côté leurs différences pour vraiment décider qu'est-ce qu'il y a de plus important. Et est-ce que ces trois personnages, justement, que vous incarnez, arrivent à mettre de côté leurs différences, même si j'ai l'impression que, pour avoir assisté un peu aux répétitions, c'est tout l'enjeu de la pièce? Bah, c'est tout l'enjeu de la pièce. Après, faut pas qu'on en dévoile trop. Oui, pardon. Parce que là, si on raconte trop, en fait, on a toute la pièce, en fait, ce serait un peu dommage quand même. Mais c'est exactement ça, c'est l'enjeu de la pièce. C'est est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Et, en fait, les personnages, ils font des sortes de simulations dans ce multiverse, au sein de la Société internationale du numérique. C'est un peu ça. On veut aussi pas trop dévoiler non plus dans ce sens-là. C'est délicat. Ouais, c'est très délicat. Il y a beaucoup d'enjeux. Ouais. Mince. Mais oui, il y a du virtuel, il y a du réel. Et c'est un peu la voile qui les sépare est très, très mince, mettons. Oui, parce que j'avais cette impression qu'il y avait une espèce de frontière entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Quand je regardais les répétitions, j'avais plein de questions comme est-ce que les personnages sont en pleine simulation? J'avais presque l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror. Je sais pas si vous avez vu cet épisode là où c'est deux personnes qui, on va dire, qui se rencontrent, mais qui après font la rencontre d'autres personnes et en fait on s'aperçoit que c'est des autosimulations pour savoir. C'est des simulations informatiques, pardon, pour savoir s'ils sont compatibles, entre guillemets. Ouais. Et intéressant. Ouais. Il y a beaucoup de similarités, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on vous laisse découvrir. Ouais, c'est ça. Raté. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me faire une petite description de vos personnages, comme je sais pas, leur histoire, leur but, comment est-ce qu'ils sont amenés dans cette situation? Oui. Je pourrais commencer. Scott, c'est un des trois personnages. C'est un homme dans les mi-trentaine, début quarantaine. C'est le programmeur en chef du projet Enlil. Le projet Enlil, c'est vraiment son boulot. Il bosse là-dessus depuis des années. Et puis le but de tout ça, c'est de
réguler l'usage de l'Internet pour optimiser le contenu, quoi, pour faire certain qu'il y a une réduction des gaz à effet de serre qui sont produits par l'activité numérique. Donc Scott, lui, c'est le programmeur, mais il y a un comité qui l'entoure, qui font les décisions, en fin de compte. Alors, c'est un personnage qui, dans le monde du numérique, est très puissant quand même, mais il n'est capable que d'exécuter les ordres du comité, en fin de compte. Alors, malgré tout le pouvoir qu'il a dans le domaine du numérique, il ne peut pas agir sans l'accord des autres experts. Alors, il est un peu pris entre l'arbre et l'écorce dans ce point-là. Et lui, il est rendu dans cette pièce, dans les bureaux, à cause que il est censé de finir ce travail, de terminer le projet et ensuite lancer le programme en ligne. Mais pourtant, j'ai l'impression à t'entendre que c'est une sorte d'exécuteur, en fait, dans son travail, qu'il n'est juste là que pour exécuter les ordres qu'on lui donne de faire, mais j'ai l'impression qu'avec la pièce et tout l'enjeu qu'il y a derrière, il va être amené à prendre des décisions par lui-même, finalement. Oui, ouais. Exactement. Ça fait depuis des années que le personnage a entendu les discussions de tous les experts du comité et il sait très bien tous les enjeux de tous ces membres du comité. Et puis, il est tanné un peu d'entendre parler. Lui, il veut juste programmer l'affaire, finir sa job, finir de bosser, lancer le programme, mais il est obligé de toujours changer et rechanger des choses au fur et à mesure que d'autres points sont défendus par les autres membres du comité. Mais dans la pièce maintenant, à cause de ces tempêtes dont on parlait tantôt, le comité ne peut pas se déplacer pour le rejoindre, alors il se trouve tout seul dans le bureau et complètement incapable de faire des décisions ni des avancements sur le projet. Alors c'est un personnage qui est très frustré dans ce sens-là. Il a besoin d'avoir un sens de contrôle, malgré le fait que le problème mondial est tellement énorme. C'est plus vaste qu'une personne pourrait facilement résoudre. Alors, Kumba Kenende, c'est le personnage, le deuxième personnage de la pièce, Empreinte. C'est une femme de ménage qui est une femme de ménage pas comme les autres. Elle a fait des études supérieures, même si les deux autres ne veulent pas croire, mais elle a fait une thèse sur la conservation des données. Et elle se retrouve coincée avec ces deux messieurs, l'un qui veut supprimer l'Internet et l'autre qui est sans avis. Et elle cherche à préserver sa culture. Elle ne veut pas que tout disparaisse, elle veut coûte que coûte chercher à préserver sa culture et partager dans l'espace mondial. Donc du coup, elle ne se laisse pas marcher dessus. Elle est très fière comme femme de ménage. Voilà, c'est un peu ça son personnage. Donc moi, mon personnage, c'est donc Hervé Duval, qui est un chef d'entreprise qui fabrique son entreprise fabrique des pièces détachées pour toutes sortes de machines, comme il l'explique. Il est donc ça se passe à Conakry en fait. On n'a peut-être pas dit ça. Ça se passe à Conakry et il est en voyage d'affaires. Voilà, et il est amené dans la pièce par son GPS alors qu'il cherche un abri parce qu'il y a la tornade qui est là et le GPS l'amène là. Bon voilà. Et lui, effectivement, en fait, il a pas beaucoup d'avis sur la question. C'est pas un personnage tranché du tout dans ses avis. En fait, il a pas réfléchi à la question. Il est capable d'avoir un avis, simplement, il s'est pas penché sur la question. Donc, il est assez rapidement d'accord. Si l'argumentaire en face est bon, il va dire oui, ben oui. Mais si l'autre a un autre argumentaire, il va dire ah bah oui, t'as raison quoi. C'est un peu, enfin pour moi, il représente un peu. Moi, je me sens un peu comme lui parfois par rapport à des situations complexes en fait, sur des sujets où justement il y a plein d'enjeux. Des fois, je peux écouter quelqu'un qui va me démontrer que c'est comme ça qu'il faut penser. Je vais dire bah oui, bien sûr. Puis après, quelqu'un va me dire le contraire, et puis je vais dire ah ben non, mais c'est lui qui a raison, parce que des fois c'est compliqué en fait, tout simplement. Et par contre, lui, il y a une chose qui est importante. L'enjeu pour lui, c'est qu'il suit ses enfants sur les réseaux sociaux.
ses enfants avec qui il a très très peu de relations, mais c'est le seul lien qu'il a. Donc ça, il veut vraiment le défendre. Et quand même aussi, il suit aussi l'activité de son entreprise par Internet. Donc il y a un enjeu à cet endroit-là. Donc pour lui, l'enjeu, il est vraiment là, en fait, de manière très pointue finalement. Et alors, donc chaque personnage a sa propre trajectoire de vie et j'aime pas trop le terme, mais ses propres intérêts, on va dire. Et comment dire? Est-ce que du coup, j'arrive pas à formuler ma question comme il faut. C'est ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a à la fois deux personnages qui ont une sorte d'avis qui est vraiment tranché, un autre qui n'a pas vraiment d'avis, ou en tout cas qui est très influençable. Ouais. Mais en même temps qui sont responsables tous les trois de décisions qui influenceraient la planète entière. Ouais, et en sachant qu'une décision, si par exemple on coupe Internet, ça veut dire qu'on coupe les médias sociaux et donc on coupe aussi l'accès à la gestion de ton entreprise par téléphone par exemple. Ouais. Mais donc je suppose qu'à ce moment-là, le personnage que tu incarnes ne doit pas forcément être d'accord avec ça si on coupe Internet. C'est ça. Mais en même temps, si jamais si le personnage de Daniel Scott convainc ton personnage que c'est nécessaire, est-ce que du coup ton personnage accepte? Pas ça. Et voilà, il y a des points où c'est non pour lui. Il n'y a pas beaucoup de choses. Mais typiquement ça, il va dire non, justement. Et en fait, c'est le drame se joue à cet endroit-là, quoi, finalement. C'est-à-dire que tous les enjeux, ils sont comme ça, en fait. C'est-à-dire que on va pas être d'accord. Nous, on n'a vraiment pas le même avis sur les choses. Après, des fois, mon personnage se fait convaincre par Kumba, mais on n'a pas du tout le même avis sur les choses. Donc, ça dialogue, en fait, autour de ça, finalement. Ok. Et moi, je trouve la pièce très intéressante, c'est que du coup, elle devient aussi pédagogique, en fait, au bon sens du terme. Hein. Ouais. On peut dire didactique. Certains vont dire didactique, c'est du coup didactique. Il y a le côté justement qui peut être un peu lourd, mais moi je trouve que c'est un côté aussi très intéressant, c'est-à-dire que ça permet vraiment de réfléchir autour de questions en fait qui sont en plus des enjeux actuellement très très puissants en fait. Et pour moi, une des missions du théâtre, c'est vraiment ça en plus, c'est vraiment de faire réfléchir avec des points de vue différents qui s'affrontent. Et je trouve que pour ça, la pièce, elle est très très juste en fait sur cette question-là. J'aimerais juste revenir sur le personnage de Kumba. Je suis pas sûr d'avoir bien compris quel était son avis justement sur cette question de est-ce qu'il faut couper Internet, est-ce qu'il faut juste y mettre des limites, est-ce qu'il faut réfléchir à un Internet alternatif. Au fait, elle voudrait pas qu'on supprime tout vraiment de l'Internet. Il y a des parties qu'elle se dit on pourrait garder ça. Elle ne voudrait pas que tout soit supprimé. Ouais. Il y a des points sur lesquels, et à un moment vers la fin, elle est d'accord avec, elle est d'accord avec Scott, mais c'est pas sur tout. C'est pas, elle ne voudrait pas que tout soit effacé. Ouais. Ok. Je vais proposer à nos trois invités de nous faire un petit extrait de la pièce, s'ils sont prêts. Ouais. On y va. C'était juste un exemple. Mais vu que 80% de l'activité Internet est liée à la consommation de vidéos, on gagnerait beaucoup à moins en regarder. Et comment vous comptez vous y prendre? Parce que jusque-là, vous ne nous avez encore rien expliqué. Tu peux pas lâcher ça. Moins vous m'en dites, plus j'ai l'impression d'être dans un repère de vilains en train de décider secrètement de l'avenir de la planète. Encore une fois, je ne suis pas impliqué. Nous construisons juste un programme qui ira automatiquement faire le tri dans les données et réguler certains usages de l'Internet. Vous construisez un programme qui va décider pour nous de ce qu'on a droit de garder et de ce qu'on a droit de faire? Si seulement. Franchement, tu te trompes si tu crois qu'une petite agence comme la SIN peut avoir une telle influence. Entre les entreprises qui font commerce de l'attention, les gouvernements qui exploitent les données pour espionner et manipuler leur population ou celle des autres, et les milliards de gens addicts au nudge des applications. Et je vous dis ça en étant moi-même addict. Comment tu veux qu'on se mette d'accord? Après des mois de débats, ils sont donc arrivés à la conclusion que le programme ne pourrait pas être imposé. Il sera proposé en accès libre et prêchera des convaincus.
comme toutes nos tentatives précédentes d'ailleurs. Si ce que vous dites est vrai, je ne vois pas l'urgence. Pourquoi vous nous retenez ici? Parce qu'on m'a ordonné de finir le travail. De toute façon, je ne vous demande pas la lune. Juste de vous asseoir et dire oui quand on vous le demande. C'est un sujet complexe et ces décisions devraient appartenir aux personnes averties. Je ne veux pas détruire vos préjugés, mais si on parle de conservation de données, je suis un public averti. Je sais que tout ça est une histoire de ménage, mais fondamentalement, je ne pense pas que ce soit les mêmes choses. J'ai écrit une thèse sur le besoin de mémoire et la nécessité individuelle et collective de se raconter. Donc, si on parle de données, je suis un public averti. Vous avez écrit une thèse? Quoi? Ce n'est pas écrit sur mon visage. Alors pourquoi vous êtes femme de ménage? Pourquoi les gens travaillent? Vous auriez pu faire autre chose. Que voulez-vous? Le marché du travail est ce qu'il est. Tout le monde ne peut pas être ascète de sa spécialité et se nourrir de connaissances. Et puisque bouger ses mains n'empêche pas de bouger sa cervelle, il n'y a pas de saut métier. Vous auriez pu partir. Je suis sûr que votre spécialité intéresserait des gens à l'étranger. Tout le monde ne veut pas partir. C'est un gâchis de compétences. Vous voulez m'optimiser? J'essaie juste d'être logique. Quelle logique? Vos compétences pourraient servir de plus grandes causes. Tout le monde n'a pas de telles ambitions. Et vous? Quelle cause servez-vous? Et que pensez-vous léguer à l'humanité? À l'humanité, c'est un peu vaste, hein. Si c'est juste à mes enfants, là, je peux... Vous voyez? Vous ne voulez pas me répondre. La plupart des gens ne veulent pas imaginer que leur action pourrait impacter l'humanité. C'est trop de responsabilité. Vous êtes comme ça, je suis pareil. C'est comme quand vous commandez un produit sur Internet. Vous vous souciez plus des délais de livraison que de ses conditions de fabrication. Au final, l'ici et maintenant est ce qui nous importe. Donc, je préfère rester ici et être femme de ménage que partir et d'oublier. Et puis, de nos jours, le personnel d'entretien est mieux payé que ce que vous croyez. Les gens se détournent du travail manuel et on a du mal à les remplacer. Il y a de la demande, mon gars. Fin de l'extrait. Bravo. Merci. Qu'est-ce qui vous inspire cet extrait? Il y a une thématique qui est importante, là, qui est abordée, c'est qu'est-ce que vous voulez léguer à l'humanité, en fait. Ouais. Voilà. Oui. Et c'est une des thématiques aussi dans la pièce, en fait, et qui a été aussi un des départs aussi du projet, c'est la notion de transmission, en fait. De, justement, qu'est-ce qu'on serait capable, et c'était une première question quand le projet a été démarré, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on aurait envie de léguer à l'humanité? Et ce qui est assez amusant, c'est que moi, quand cette question est arrivée, moi, en tant que personne, j'ai dit, mais moi, c'est une question qui ne me parle pas, c'est un peu vaste, c'est trop vaste. Et en fait, c'est venu dans le texte. Parce que je dis, mais moi, je ne sais pas répondre à cette question. Par contre, si je dis, qu'est-ce que j'ai envie de léguer à mes enfants, là, ça commence à me parler, parce que je sais quoi dire. Voilà, ça, c'est à titre personnel. Ok. Bon, je passe. Oui, pour moi, le personnage de Scott, d'après moi, ce que lui, il veut faire, c'est plutôt d'arrêter la transmission. C'est de contrôler le montant de données qui sont transférées. Pour lui, la chose la plus importante à léguer à l'humanité, c'est une planète. Et puis, un environnement plus sain dans lequel on est capable de survivre. Alors, pour lui, son but essentiellement, c'est de nettoyer l'Internet au complet. Pour lui, c'est une place qui est trop complexe, qui a trop de cochonneries. Et c'est un gars c'est un environnementaliste, en fin de compte. Lui, ce qu'il veut faire, c'est juste arrêter tout ça pour faire en sorte qu'on ait une planète sur laquelle qu'on puisse vivre. Alors, moi, personnellement, ça me parle. Ouais. Quand même, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais en même temps, quand on pense de transmission de données, pour moi, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, personnellement. Moi, si on avait on me tenait une fusée à la tête, là, moi, je dirais qu'il y aurait 3 choses qui seront peut-être les plus importantes. La première, ce serait les découvertes scientifiques.
pour pas qu'on retombe dans comment dire ça, pour qu'on puisse quand même saisir c'est où notre place dans l'univers et pour qu'on puisse continuer d'avoir les technologies qui nous permettent de s'occuper à autre chose que de la survie. La deuxième chose, ce serait la culture, comme le théâtre, les beaux-arts et tout ce qui nous permet de non seulement survivre, mais vivre et avoir ce qu'il y a ultimement, qui nous permet de rêver et de transmettre des idées plus complexes et plus même que les idées, mais les émotions aussi. Et la troisième chose pour moi, ce serait faire certain qu'on ait au moins la perspective de l'histoire, d'autant de l'humanité qu'on puisse continuer pour qu'on ne répète pas les mêmes fautes qu'on a déjà fait comme espèce. Ouais. Je peux, moi, en plus de la transmission, en plus de ce qu'on veut léguer à l'humanité, moi, ce passage me dit autre chose aussi. C'est cet aspect où les gens, ils font des études, mais après, ils n'arrivent pas vraiment à travailler dans le domaine dans lequel ils ont fait les études. Ils se retrouvent femmes de ménage et et le fait qu'aujourd'hui les gens voient mal un peu les femmes de ménage, c'est depuis le début, Scott il essaye de ramasser Kumba parce que tout simplement elle est femme de ménage. Si elle était venue habillée comme peut-être Hervé et tout, parce que dans la pièce il rabaisse moins. Il rabaisse moins Hervé parce que Hervé, il a fait des études et tout, sans savoir que cette femme qui est femme de ménage aujourd'hui, elle le fait, mais malgré elle a fait des études, mais comme elle le dit, qu'est-ce que vous voulez? Si je n'arrive pas à trouver de boulot, il faut bien que je me nourrisse, il faut bien que je fasse quelque chose. Je trouve que ce détail il est assez important parce que nous, on le vit au quotidien. En Afrique, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais moi, j'ai une amie qui a fait des études supérieures. Elle n'arrive pas à trouver de boulot. Et à un moment, elle s'est retrouvée femme de ménage dans un hôtel. Elle s'est dit, bon, je vais aller faire ça parce que j'ai rien. Alors qu'elle a un bagage intellectuel. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et aujourd'hui, les gens ne respectent pas ce métier, alors que pour moi, c'est un métier aussi à respecter. Comme elle le dit, il n'y a pas de sot métier. Voilà. Merci. Et ce qui fait qu'on revient à cette idée aussi de qui est apte à prendre les décisions que vos personnages doivent prendre au final aussi. Comment dire ça? À un moment donné, dans votre extrait, vous avez utilisé je sais plus c'est quel mot, mais c'était qui est capable de prendre les décisions qui s'imposent pour contrôler Internet. Et par exemple, le personnage Hervé juge que Kumba n'est pas apte en fait à prendre ses décisions, alors qu'elle a un doctorat en fait. Oui, même Scott le dit clairement dans la pièce. Tout ce que je vous demande, c'est de vous asseoir et tout et dire oui. Et que c'est moi, et que c'est moi l'érudit pour prendre les décisions, alors que chaque personne a potentiellement son mot à dire là-dessus. Tout à fait. Mais alors, est-ce que il faut assumer le fait de prendre des décisions à trois pour l'ensemble de la planète? Ou alors, est-ce qu'il faut faire une consultation en ligne avec tout le monde au final? C'est vrai que si on revient plus au réel, on va dire, en dehors de la pièce, je trouverais évidemment choquant que ce soit 3 personnes qui décident pour toute la planète, c'est bien évident, quoi. Et oui, il faudrait faire, je sais pas ce qu'il faudrait faire, c'est sûrement extrêmement compliqué, mais bon, en France, il y a l'exemple des conventions citoyennes, qui, je pense, est une formule super intéressante. Malheureusement, après, les décisions sont pas suivies, donc ça pose des questions de démocratie, mais certainement que c'est des voies, en tout cas, à explorer. J'ai encore 2 ou 3 petites questions et ensuite on aura terminé. Je me demandais juste si, durant les répétitions, vous avez rencontré des défis particuliers sur le montage de la pièce, sur la création des scènes, des dialogues. Ce qu'on est en train de... Il y a eu, donc, la création s'est faite en 2 phases. Oui. Enfin, au moins 2 phases. Il y a eu plein de phases de préparation, mais
dès qu'on a eu le texte et qu'on s'est mis à travailler, il y a eu la création s'est faite à Conakry. Et à Conakry, on n'avait pas beaucoup de temps. Donc il y a des choses qu'on n'a pas pu réaliser en fait, notamment en fait la scène elle est structurée en 3 actes différents. Et donc il y a 2 actes, interscènes on va dire, qu'on est en train de travailler. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce que c'est pas basé sur du texte, c'est autre chose. Donc il faut inventer complètement quelque chose en fait. Donc on peut dire que c'est un défi parce qu'on n'a pas pu le faire à Conakry, que là on s'y confronte. Donc voilà, on est en train de travailler, donc c'est en train de se faire. Mais c'est vrai que c'est un travail déjà où on est toujours un peu à la frontière. C'est un travail de comédien, mais on est à la frontière avec quelque chose d'un peu chorégraphié. Donc c'est pas de la danse, on n'est pas des danseurs, mais il y a en tout cas c'est chorégraphié un minimum. Donc il y a eu ce genre de choses, par exemple, oui, c'est particulier. Ok. Il faudrait aussi peut-être signaler le fait qu'il y a un autre personnage qui est sur la scène, mais qui n'est pas incorporé. En fait, oui, c'est ça, il y a 2 autres personnages. C'est des intelligences artificielles. Oui. Le programme comme tel, qui s'appelle Enlil, et aussi l'assistante personnelle de Scott, qui s'appelle Sylvia. C'est une philosophe numérique. Et on dialogue en temps réel avec elle, en fin de compte, comme comédien. Et puis, c'est peut-être, Henri, tu pourrais peut-être parler un peu plus à ce sujet. C'est comme le logiciel même et sa création. Oui. En fait, ça a été créé. C'est un logiciel, effectivement, c'est une intelligence artificielle, en fait, qui répond à des phrases clés que nous, on peut dire en tant que comédien, en fait. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a des phrases déclencheuses de la réponse que l'intelligence artificielle donne, sauf que la réponse est aléatoire. Donc c'est une intelligence artificielle qui a été créée par le MIAI, qui est qui fait partie de l'université de Grenoble. Voilà, donc c'est des scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Et nous, c'est vrai que le défi en tant que comédien, et ça c'est vrai que ça reste un défi à chaque fois. Et c'est que en fait, on ne sait pas la réplique qui va venir en fait, et donc on doit réagir dessus. Et les répliques peuvent être, en général, elles sont plutôt courtes. Mais des fois elles sont un petit peu longues quand même. Et donc ça a été constitué par des phrases philosophiques venues de toutes les cultures en fait, qu'on a collectées en fait. Des proverbes. Voilà, des proverbes, des phrases de sages et qui ont été rentrées dans la machine en fait. Donc des fois ça donne des choses très très étonnantes, et à Conakry ça a beaucoup fait réagir le public parce que des fois c'est très amusant. Ouais. Mais nous on sait pas ce qui va se produire en fait. Donc pour nous c'est assez en tant qu'interprète, c'est pas évident parce que c'est à la fois très intéressant parce que du coup ça nous met en état un petit peu comme ça d'être toujours faut être toujours prêt en fait pour ce qui est l'état naturel du comédien normalement sur scène, mais là c'est vrai qu'il y a ce petit danger qui est qui est stimulant finalement. C'est vrai il faut préciser, c'est vrai, on ne s'attend pas à ce qu'elle va nous dire, et des fois elle nous dit des choses qu'on ne comprend vraiment pas. Donc du coup, il faut réagir là-dessus, vite fait, et puis voilà. Ouais, c'est un peu de l'improvisation qu'on a besoin. Avec elle, on est en perpétuelle improvisation. Ouais, alors, c'est ça. C'est pas juste les 3 personnages qui sont sur scène, mais aussi un autre interlocuteur qui est là et qui en fait nous pose à quelques places, comme quand les personnages humains qui sont sur scène entrent dans des débats qui sont pertinents à la grande question de la pièce. Elle interjette souvent des petites phrases, et puis c'est déstabilise un peu, mais de temps en temps, ils sont comme vraiment trop astucieuses. Sylvia, c'est compliqué. Elle est compliquée. Ouais. Alors, c'est un énorme défi, mais ça ajoute un aspect assez intéressant, d'après moi. Oui, j'ai l'impression que ça rajoute un aspect assez aléatoire et donc stimulant aussi pour les spectateurs, et pour vous, je sais pas, mais ça a l'air vraiment intéressant, en tout cas, la pièce. Ouais, et elle répond technologique. Aussi mieux qu'elle sait le faire, en fin de compte, tu sais. Elle essaie de déduire ce qu'on a dit et puis répondre du mieux qu'elle peut. Peut-être, en soi, vous avez déjà répondu, je pense, à la question, mais j'allais vous demander si vous avez une anecdote à nous raconter. Concernant la pièce ? Ouais. Pour moi, ça serait
la première session de création à Conakry. D'ailleurs, c'était tellement une expérience incroyable, inoubliable, qui m'a beaucoup marqué. C'est que des anecdotes là-bas, on dirait. Mais on a passé des très beaux moments dans le théâtre et dans le studio Kira, en train de juste essayer 1001 différentes choses. Et moi, ça m'a un peu dépaysé pour vraiment me donner un aperçu beaucoup plus arrondi sur la francophonie mondiale. Et puis, ça nourrit énormément mon personnage, à moi. Je vais y songer 2 secondes pour en trouver quelque chose d'intéressant et de drôle. Là, mais... Moi, je trouve que la richesse du projet, c'est aussi ça, c'est la création, enfin, qu'on ait fait la création à Conakry quand même. Rien que pour les températures, il y avait c'est entre Conakry, ça descend jamais en dessous de 25 degrés, je pense, et c'est 30 degrés en général, en moyenne, voilà, positive, bien sûr, et on s'est retrouvé ici à moins 30. Ça fait un petit décalage, ouais. Ah oui, et puis du coup, rien n'est pareil, enfin, voilà. Ouais. Les conditions pratiques n'ont rien à voir. La ville de Conakry, moi c'était une découverte. Je connais un tout petit peu l'Afrique, mais Conakry je connaissais pas. Bon, il y a énormément de monde, il y a énormément de voitures, il y a des embouteillages. Voilà, une ville qui est quand même pas simple, faut bien le dire. Et puis on arrive ici, Winnipeg, où quand même dans les rues, nous on voit quasiment pas de voitures. On habite à Saint-Boniface, donc c'est vrai, c'est extrêmement calme, mais il fait super froid. C'est très très déstabilisant. En même temps, du coup, c'est extrêmement riche. Et je pense que ça nourrit vraiment le spectacle aussi, quoi. Pour moi, ça montre aussi la diversité évidemment des cultures. Enfin, c'est platitude de dire ça, mais quand même, quand on est confronté vraiment, quand on est dedans, c'est quelque chose de le vivre, quoi. C'est quelque chose de le savoir. C'est une chose de le savoir, et c'est vraiment autre chose de le vivre de l'intérieur, quand même. Voilà. Et pour moi, c'est une richesse phénoménale, en fait. Ouais. Aminata, est-ce que tu as une petite anecdote pour nous? Moi, je dirais que ce sont des échanges interculturels sur tous les plans. Oui, Geneviève avait beaucoup évoqué. Que ce soit sur scène, dans tout ce qu'on a vécu depuis Grenoble, la Guinée, ici. C'est comme il l'a dit, chez moi, tu as 30 degrés et plus, ici, tu as moins 30. Mais bon, c'est ça aussi, être comédien, on s'adapte et tout. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà. On t'a fait découvrir le fromage en France. Ah ben oui, le fromage que je ne supportais pas, je n'aimais pas l'odeur et tout, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je vais devenir sans le fromage? On n'en a plus d'ailleurs. C'est ça, on a réussi à la terminer. Ce sont des rencontres assez enrichissantes, vraiment. J'aime bien l'anecdote du fromage. Ouais. Ah non, je supportais pas l'odeur. Alors. Mais maintenant, je suis une grande fan du fromage. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller? Un livre à conseiller? Oui, Le Bug Humain. Malheureusement, je me rappelle pas du nom de l'auteur. Je me demande si c'est pas le même que Karim. Bah oui, parce qu'on est là-dedans, ouais, désolé. Mais c'est vrai que comme on est un peu là-dessus, du coup... parce que c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, j'ai pas lu le livre, mais j'ai écouté des conférences de l'auteur, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez, c'est pertinent sur la question. C'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça renvoie à ce que tu disais aussi, Daniel. La question de pourquoi l'être humain, il est en constante, finalement, il répète les mêmes erreurs. Et c'est marrant parce que cette thématique-là, ne pas répéter les mêmes erreurs, ça a été un des sujets du premier spectacle que j'ai monté avec Karim, qu'on a monté ensemble quand on s'est rencontrés. Et c'était vraiment autour de ça, autour de cette question. Pourquoi, en fait, l'être humain répète toujours les mêmes erreurs? Et là, c'était autour de la guerre, en fait. Pourquoi est-ce que l'être humain se retrouve toujours à faire la guerre, finalement? Ouais. Alors que tout le monde sait que la guerre, c'est l'horreur. Voilà. Et le livre traite, entre autres, de ça, ouais. Donc, le bug humain. Ouais. D'autres suggestions C'est pas grave, sinon il n'y a vraiment pas d'obligation. Non, c'est par curiosité. C'est un livre qui a été écrit par je crois que c'est un Américain, Isaac Asimov. J'imagine qu'il y a sûrement des traductions qui ont été faites pour le français, mais une de ses premières œuvres, dans les années 1960 environ, c'est un livre qui s'intitule I, Robot.
Et Je connais le film, mais... oui. Ouais. Il y a eu un film avec Will Smith, Oui. je crois, qui a connu une grande popularité. Et c'est basé un peu sur Il ces... est populaire maintenant pour autre chose, je crois. aussi. Oui. Mais ouais. Mais le livre même, il traitait un peu le concept de l'automatisation. Ouais. Et c'était dans les années 1960, là. C'était avant même qu'on ait vraiment des calculatrices d'au pouvoir, tu sais, comme maintenant dans nos téléphones, on a plus de pouvoir numérique que l'entièreté des États-Unis avait à l'époque. Mais lui, ce qu'il imaginait, c'était plutôt une philosophie envers la robotique. Et puis, dans ce roman, il a décrit les 3 règlements pour comment programmer les robots pour qu'on ne puisse toujours les garder en servitude et jamais se faire oppresser par les intelligences artificielles. Lui, il imaginait le cerveau positronique ou quelque chose de même et que les robots pourraient peut-être prendre le pouvoir de nous. Et parce qu'ils sont plus puissants en termes de mécanique, mais aussi ils peuvent faire des calculations beaucoup plus rapides. Alors lui, c'était, je sais pas si je me souviens c'est exactement quoi, mais c'était comme, le premier c'est ne jamais faire mal à un humain, ou non, jamais désobéir un humain. Donc, jamais faire mal à un humain, jamais désobéir à un humain, à moins que cette commande invalide le premier règle. Le premier règle. Le 3e, c'est de se préserver à soi-même, à moins que ça invalide les 2 premiers règlements. Alors, ça vient d'une époque, déjà, mais c'était très précis. Hein. Il avait déjà imaginé les enjeux d'une intelligence artificielle avant même que ce soit une réalité, d'une précision assez importante. Alors, Isaac Asimov, iRobot. Okay. Dernière question, est-ce que vous auriez aimé que je vous pose une question? En clair, est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose? S'il n'y en a pas, tant mieux, hein, c'est que j'ai fait plus ou moins bien mon travail du coup. Ouais, je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait d'important. On a touché sur Est-ce qu'on a dit le nom de l'autrice de la pièce? Vous en avez parlé sur la première émission, peut-être. Comment? L'autrice? Oui, le nom de l'autrice, Émilie Malos. Oh oui, pardon. Sur l'écriture. Parce peut-être vous en avez parlé sur la première émission, j'imagine quand même pas mal. Je crois qu'on l'a évoqué. On n'a pas encore vraiment parlé des dramaturges, effectivement. Ouais. Mais ouais, c'était... excusez-moi, j'ai pas encore retenu tous les noms. Il y a Émilie Malos. Voilà, il y a Dominique Leclerc qui est québécoise et Billy Abba qui est guinéen, en fait. Et ça a été un travail, en fait, à 3. Oui. Quasiment dès le départ du projet. Enfin, on va dire ça comme ça parce que c'est un peu complexe, un peu plus complexe que ça, mais voilà, c'est ça. Ils ont travaillé ensemble en tant que dramaturge au départ, en fait, pour mettre en place un mode d'écriture. L'idée, c'était qu'il y ait 3 auteurs de 3 continents différents qui se penchent sur la question et au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est produit et ce qui a été le plus cohérent sur le projet, c'est que ça soit Émilie Malos, donc l'auteure française, qui écrive, et que en fait les Dominique Leclerc et Billy Abba deviennent les co-dramaturges, en fait, posent un regard, parce que c'était compliqué d'écrire véritablement à 3, donc tous les 2 posent un regard critique dessus, critique au sens d'apporter bien sûr du contenu aussi. Et donc en fait le synopsis a été écrit vraiment complètement à 3 en fait au départ. Par contre l'écriture de la pièce c'est Émilie qui l'a faite, et après il y a eu des retours, après ils ont retravaillé ensemble, voilà. Mais donc ça veut dire que les premiers écrits, les premiers textes sont vraiment de Émilie alors le texte, l'écriture, c'est vraiment Émilie là en fait, hein, voilà. Le texte, mais la dramaturgie de départ, c'est vraiment à 3 qui l'ont travaillé en fait. Ok. Est-ce que Émilie va pouvoir assister à la pièce? Alors Émilie, malheureusement, elle n'est pas avec nous là au Canada. Ouais. Je
pense qu'elle en est un petit peu triste, mais bon, voilà, c'est aussi des conditions de production. Et puis, bon, le travail, elle l'avait quand même fini, en fait. Hein, donc, elle a vu Par contre, elle était à Conakry, hein, parce qu'elle a accompagné pendant tout le travail ça a duré 1 mois, 4 semaines à Conakry. On a quand même retravaillé le texte. Il y a des choses qui ont été modifiées. Voilà, il y a pas mal de choses qui ont été modifiées quand même, hein, qu'elle a accompagné, en fait, qu'elle a accompagné complètement. La création, Dans la création. Parce qu'en fait, une des caractéristiques, c'est que globalement, sur le projet, c'était important de tenir compte aussi des accents, ou des tournures de phrases plutôt, des accents, des tournures de phrases. Donc, du coup, vous vous êtes approprié le texte, et elle, après, on va dire validé, au sens, c'est un travail que vous avez fait ensemble, quoi. Validé, c'est même pas le mot, mais c'est un travail que vous avez fait ensemble. Tout à fait. Voilà, l'idée c'était qu'il y ait des tournures. Il y avait des tournures, moi, que peut-être je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Tu vois, après, c'est compliqué pour moi de le dire. Donc, du coup, elle te propose, comment toi, par exemple, tu le dirais. Tu vois, par exemple, là où je dis, je vais finir avec toi. Je sais plus ce qui était écrit, mais je ne sentais pas ce qui était écrit. Et je sentais mieux je vais finir avec toi. Voilà. Ouais, moi aussi, il y a des petites tournures comme parle-moi plus. Des petits. Il y a plein de, il y a plein de trucs comme ça dans le texte. Voilà. Parce que ce qui est clairement assumé dans l'histoire, en fait, c'est qu'on est 3 personnages de 3 nationalités différentes. C'est-à-dire qu'on a vraiment un Canadien, une Guinéenne et un Français, en fait. C'est dans l'histoire, quoi. Ouais. Voilà. Il faudrait peut-être aussi signaler que Émilie est parmi nous en esprit et aussi en voix, car c'est elle qui fait la voix de Sylvia. Ah, je savais pas. Ouais, alors l'écrivaine est aussi... c'est elle qui a enregistré les 1400 citations quand même. 1400. Ouais, ça lui a pris une journée complète. Elle s'est pas arrêtée de la journée, elle a fait une journée en continu comme 1400. Ça avec le technicien qui était en face, le pauvre. Il comprenait pas ce qui lui arrivait. Quel boulot. Un boulot incroyable, oui. Ça fait une autre sacrée anecdote alors. Ouais. Elle est belle celle-là, ouais. Je vais vous proposer qu'on arrête cet épisode parce que je vois qu'on a déjà bien dépassé le temps initial que j'avais prévu. Aminata, Henri et Daniel, merci beaucoup à vous. J'aimerais aussi remercier Envol 91 FM qui nous permettent de faire cette émission directement dans leurs locaux avec le gentil accompagnement de Yannick. Je rappelle juste que la pièce Empreinte sera jouée du 10 au 25 mars au Théâtre Cercle Molière. Je vous invite très fortement à venir à la première car un repas gratuit sera servi par Fried Green Tomatoes à la fin de la pièce. Et puis, d'ailleurs, le bar sera ouvert. Et puis, je rappelle également que le Café Molière est ouvert de 14h à 18h au sein du foyer, du mercredi au samedi. Merci à vous et passez une bonne fin de semaine. Merci. C'était le Café Molière, un balado du théâtre Cercle Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com.